Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Bon, plus que le dernier DVD sur l'année 2003, oui déjà. Bon, après, un peu comme dans le même registre que Unforgiven 2003, je n'ai pas regardé dans toute son intégralité parce que vous saviez maintenant que mon PC me fait la moue et qu'il refuse de lire les DVD en zone 1 alors qu'à une certaine époque il pouvait. Mais vu comment je suis quand même dégoûté qu'ils ne veulent pas lire, que j'ai dû aller me tourner dans des vidéos sur YouTube pour voir ce qui s'était passé. Donc voilà. Donc le dernier show auquel je vais vous montrer, c'est bien sûr No Merci, qui était à l'époque du côté de SmackDown et Unforgiven du côté de Raw. Et non seulement c'est le dernier show de 2003 auquel je me tourne, parce que certes, celui-là et l'autre show va rejoindre dans la playlist des pay-per-view de 2003 et auquel je décide de le mettre dans un ordre chronologique. Mais là, pour le coup, c'est le dernier vidéo auquel je fais sur celui-là. Donc si jamais vous regardez en playlist, ne vous semblez pas bizarre que je fais cette vidéo. Donc ne semblez pas bizarre. Vu comment c'est absolument normal, je mets tout en ordre chronologique et auquel je peux pas, on va dire, forcément tricher. Et que je n'ai pas eu forcément trop le choix. Voilà. Bon, après, j'espère que vous m'aurez compris, hein, vu comment c'est dans ce show auquel je vais m'attaquer. Mais bon, mais bon. Après, ça me casse les burnes que je peux pas regarder alors que, comme je l'ai dit, il lisait les DVD à l'époque. Et auquel, maintenant, je suis quand même dégoûté qu'il me refuse. Bref. Donc, il y a le DVD, la notice. Hop. La fameuse pub. Get Net Beefing avec Brock Lesnar, Rey Mysterio, le titre indisputé, Hulk Hogan, Kurt Angle, Triple H, Undertaker, Hurricane, le DVD, Vengeance, Edge. Ouais, à l'époque, ça faisait de la pub pour acheter les merchandising et auquel ça faisait vraiment plaisir. Bon, après, dommage que je. Excusez-moi si vous voyez que la tête de Lesnar, mais bon, je veux mettre en ordre. Mais bon, c'est dommage qu'on a plus ça maintenant, vu comment tout passe en ligne. Voilà. Donc la notice. Alors, en bonus, Michael Cole qui interviewe le Big Show, John Cena fait un rap avec les fans, et je crois que c'est l'une des vidéos qui tournait en ligne auquel j'avais vu qui rappait devant un fan qui voulait le tester dans un battle rap, mais auquel c'est John Cena qui avait le dernier mot. Ensuite, Eddie Guerrero Spray Big Show What the Surge à SmackDown le 10 du 9 2003. Je me demande si c'est pas lors de cette vidéo-là, parce que sachez que au moment où je tourne, ça, je ne l'ai pas vu dans ce DVD-là, mais je sais qu'il y a une vidéo qui existe, auquel je crois que Eddie Guerrero asperge le Big Show. euh, je crois que c'est de l'eau d'égout, ou alors... non, c'est pas de l'eau d'égout, c'est sûrement de l'eau normale. Peut-être de la boue, je ne sais plus. Bref, je sais qu'il y a une vidéo qui tourne, mais auquel Eddie Guerrero asperge le Big Show plein d'eau, quoi. C'est tout ce que je peux dire. Même si c'est pas clair, mais j'essaye de dire ce que je peux en dire. Ensuite, Billy Kidman contre Shannon Moore. Bien sûr, je ne l'ai pas vu dans ce DVD-là, mais vu comment je ne suis pas investi dans ce match-là, c'est victoire de Billy Kidman, et auquel il bat Shannon Moore, et auquel ce match-là, je lui ai mis un 3 directement. Donc ça, c'était pour le pré-show du Saturday Night Heat, parce qu'à l'époque, ça s'appelait pas Saturday Night, ça s'appelait pas Kick-Off, mais ça s'appelait Saturday Night Heat. Oula, j'ai failli dire des conneries, hein. C'est pour ça que j'essaie de me contredire à chaque fois quand je fais une bêtise. Maintenant,
la carte principale, match pour le titre Cruiserweight de la WWE entre Yoshihiro Tajiri, tout court Tajiri, contre Rey Mysterio. Et le champion de cette époque, c'était Tajiri. C'était Tajiri, et auquel le match était très bon, et vraiment cool aussi. Certes, ça aurait pu être Rey Mysterio qui aurait dû remporter le match. Enfin, là je spoil, mais vous voyez bien que ça va pas être le cas. Mais au cas, je sais que le match était très bon. Je crois qu'il y a eu une intervention de un des hommes de main de Tajiri, je pense, parce que c'est sûrement un japonais. Soit c'est Funaki, soit c'est... je dois faire allusion, mais Jimmy Wangang, peut-être. Mais en tout cas, il y a eu distraction. Et ça permet à Tajiri soit de cracher son mist sur Rey Mysterio et de faire son fameux high kick qui touche la cible en plein dans la tête de Rey Mysterio. Et auquel c'est lui qui conserve le titre et qui gagne le match. Donc victoire de Tajiri. Ce match-là, je lui avais mis un 3,50 vu comment il était excellent. Vraiment excellent. Ensuite, Josh Matthews qui interview Monsieur McMahon avec Sable, auquel je me rappelle, c'était un segment assez irritable à voir, pour vous dire, hein, parce que c'est assez irritant de voir un segment avec McMahon qui est très méprisable et auquel il va affronter sa fille. Et non, je ne suis pas en train de vous déconner, c'est exactement ce que il va avoir. Et de voir McMahon dans cette position-là, c'est sûr, c'est vraiment très méprisable. Mais bon, ça faisait partie de son personnage. Mais en bref. Match suivant, c'est Chris Benoit contre A-Trent, le Prince Albert, Albert Toucourt, Lord Tensine. Toutes les pseudos auxquels on peut dire, c'est Matt Bloom, voilà, de son vrai nom. Auquel le match était bien. Il était bien, à vrai dire, il n'était pas si mauvais que ça, mais ça vole pas plus haut non plus, hein. Auquel je me rappelle des grosses prises auxquelles les deux se sont envoyés. Surtout A-Trent qui envoyait du lourd et Benoît qui essayait d'en envoyer encore plus, même si c'était pas forcément trop évident. Mais que... Il y a un moment dans le match, je pense qu'il y a un ref bump et auquel il va avoir une chaise. Et au moment où A-Train fait un genre de plat jack ou un genre de surpassement, je vois à cette distance, parce que certes c'est sur une vidéo sur YouTube auquel c'est passé tellement vite, mais la tête de Benoît touche la chaise au moment où il y a un genre de surpassement. Et ça c'est assez douloureux, hein. C'est vraiment très douloureux quand on y pense à quel point, pourquoi Benoît était atteint de la tête à ce moment-là. Trop de chutes, trop de prise de risque de la part de Chris, hein, franchement. Mais auquel ça ne l'a pas empêché de continuer le match. Et à un moment donné, il tente ces fameuses prises auxquelles, c'est un peu sa marque de fabrique. Le diving headbutt, les German suplex à répétition, et tentative de creeper crossface auquel ça ne va pas passer. Et il y a un moment, il va contrer les attaques de A-Trent et qui va partir en soumission, mais en sharpshooter, et qui va permettre à Chris Benoit de faire soumettre A-Trent. Donc c'est Chris Benoit qui bat A-Trent, et ce match-là, pareil, je le mets à 3,50. Pour le coup, je le mets encore ça. Et auquel c'était excellent, et que c'est la bonne personne qui remporte le match. Que demander de plus? Ensuite, Matardi Lux from Shannon Moore, donc il regarde Shannon Moore, ok, ça passe. Zach Gowen contre Matardi, dans un match simple, auquel je me dis, c'est quand même étrange qu'un mini-jambiste peut battre quelqu'un qui a encore ses deux jambes. Même si on sait qu'à l'heure actuelle, Matardi, ses jambes commencent minimum à lâcher, après des années de souffrance.
Mais à cette période-là, il était vraiment très en forme, hein. C'était la Mattitude Version 1, comme il aime s'appeler comme slogan, l'histoire de se démarquer de son frère qui était parti, mais que ça le permettait de s'exprimer mieux en solo. Et pourtant, bon, après le match, je sais que je l'ai vu, mais tout est passé tellement vite auquel je peux pas trop vous en dire quoi que ce soit, si ce n'est que c'est Zach Gowen qui bat Matardi. Après, vous allez peut-être dire comment. Tellement que ça a été trop vite que je peux pas vous dire la bonne réponse et que c'est peut-être à vous de voir, hein, parce que moi, j'ai tellement vu très rapidement, et ça, c'est un peu de ma faute, hein. Si j'avais fait des bons choix en termes d'achat, si j'avais trouvé en version Silver Vision, que ce soit pour Unforgiven ou pour No Mercy, ça aurait été mieux passé. Mais vu comment ils étaient pas en mode Silver Vision, que je me suis tourné dans les DVD comme ça. Mais bon, c'est victoire de Zach Gowen et c'est un 3,40. Je le décide de mettre ça. Ensuite, Linda talks to Vince in the locker room. Donc, Linda parle avec son mari dans son bureau. Donc, son mari, c'est Vince McMahon. Et il faut dire que, certes, les deux étaient en feud, que ce soit le père, la fille et même la mère, parfois le fils, qui se sont pas arrêtés de se mettre en feud à la télévision et auquel ben, y a un genre de désaccord entre Linda et Vince. Alors certes, Vince c'est un gros connard, ça on le sait. Il a trompé sa femme pour être avec Sable et qui décide quasiment de foutre ben, son couple en l'air pour se faire plaisir, quoi. Pour d'histoire de cul. Voilà, je tenais à vous le dire, pour une histoire de cul. Qu'est-ce que vous voulez que j'en dise? Bref, vous saviez que Vince McMahon est quelqu'un de très cruel, très narcissique, très abus de lui-même, quelqu'un qui a un gros ego aussi large que ses testicules et de son sgeg qui fait quasiment à peu près la même taille que le pont de Brooklyn, même si j'exagère, mais ça c'est ces fameux mots à dire, c'est ces mots auxquels il disait à une certaine époque, enfin, il l'avait dit qu'une seule fois ou peut-être deux, mais après ça s'arrêtait ici, hein. que, que vous dire de plus? Que vous dire de plus? Mais bon, match par équipe et auquel il n'y a pas de titre qui est en jeu. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus? Dans ce match par équipe, il y a les frères Basham, donc The Basham Brothers, Danny Basham et Doug Basham, contre APA, The Acolyte Protection Assurance, Bradshaw et Farouk. Match tellement vite que j'ai même pas, on va dire, que j'ai pas, on va dire, tout à citer, si ce n'est du match par équipe au basique. Tout simplement du match par équipe au basique. Et à un moment donné, il y a Shanikia qui intervient et qui distrait les APA. Et ça permet aux frères Basham de, de commencer leur assaut et de remporter le match. Excusez-moi si j'ai un peu le hoquet. Parce que à force de manger et de boire, eh ben, on attrape le hoquet et auquel je veux gérer mon corps comme il se doit. Je sais pas quoi vous dire, honnêtement, si ce n'est que c'est victoire des frères Basham et on n'en parle plus. Et après, Shaniqua et qui se font interviewer en coulisses. Ok. Qu'est-ce que j'en ai à faire, malheureusement? Et là, ben, un affrontement maintenant entre le père et la fille qui s'affrontent. Donc, un match quasiment presque inédit, qui est un peu le premier de l'histoire. Father et daughter dans un high quit match. Donc l'affrontement entre père et fille qui est absolument inédit. Et à ce qui paraît, la stipulation, le perdant serait renvoyé. Alors pas McMahon, parce que McMahon, il est impossible de le faire virer, vu comment c'était lui le boss.
Mais Stéphanie, vu comment, certes, c'est sa fille, mais c'est aussi quelque part une employée, il y a des chances. Bon, après, si elle s'est retirée de cette histoire, c'est peut-être parce que, voilà, elle est mariée avec Triple H, et auquel, ben, ils vont forcément attendre une progéniture, quelque chose comme ça. Je ne connais pas les détails de l'époque, mais je m'avance une petite théorie. Une théorie qui ne tient pas la route, mais bon. Alors oui, c'est vrai que c'est assez une histoire assez déroutante entre Vince McMahon, qui est accompagné par Sable, et Stephanie McMahon, accompagnée par sa maman, Linda McMahon. C'est assez personnel et assez complexe à aimer, à être dans le match. Parce que c'est vrai que rien qu'à dire penser. Alors certes, c'était la Ruthless Aggression, vu comment l'Attitude Era était déjà terminée et qu'on est passé à la Ruthless Aggression Era, et auquel ça partait exactement dans tous les sens, et qui avait forcément pas de limite. Qu'est-ce que vous voulez que j'en dise de plus, si ce n'est que ça a été très brutal, et auquel, certes, Vince McMahon est un patron et un père très tyrannique, très diabolique, et auquel on sait qu'il a de nombreux procès au cul et énormément d'ordures derrière lui ou devant lui, justement, et auquel c'est pas forcément une bonne personne, vu comment il n'est pas encore en prison à cette heure-ci, enfin à ce moment précis, vu comment le, le jour de l'audience n'est pas encore arrivé pour lui. Mais si les fonds sont vrais, eh ben, je pense qu'il en risque gros. Mais si c'est faux, ben, il sera de retour dans nos écrans pour nous prouver à quel point il est impossible de l'enterrer si facilement, et que c'est lui qui reprendra le pouvoir de sa compagnie, et que il mourra peut-être dans son rôle en tant que chef. C'est une fameuse théorie assez lunaire et un peu minimum complotiste. Alors oui, je sais, ça parle beaucoup de ça. Vous voulez savoir un peu pourquoi je parle de ça? C'est parce que en ce moment, il y a beaucoup d'affaires qui tournent en ce moment, que ce soit à propos de lui. Même quand c'est pas à propos de lui, c'est d'autres personnalités mondialement connues ou alors discrètes du grand public. Quand je dis ça, ben, on sait qu'il y a un peu l'affaire de P. Diddy, auquel ça chamboule Hollywood, ça chamboule les États-Unis d'Amérique, et auquel ben, euh, on a un peu du mal à croire, et l'air de dire c'est dingue à quel point les gens les plus démoniaques, diaboliques au possible, peut arriver à de telles choses aussi atroces. Parce que quand ça parle très très loin, ben, ça parle plus au niveau de trafic, S, de Drodro, de Vivi, quoi. Tout ce qui est illégal et auquel ben, il est fort possible qu'il peut être condamné, P. Diddy, et il en risque gros. Eh ben, imaginez, dans quelques années, on va avoir la même histoire avec Vince McMahon, si jamais il proposait des fêtes avec les catcheurs et d'autres politiciens, personnalités mondialement connues ou d'autres sportifs. Imaginez s'il faisait un peu exactement comme P. Diddy, organiser une fête, tout le monde habillé en blanc. euh, à premier abord, ça a l'air être une fête assez stylée, où tout le monde s'amuse, et qu'après, au bout d'un moment, ça devient assez sombre. Vous imaginez une théorie pareille? C'est très lunaire. Même si vous voyez pas de quoi je veux en dire, mais c'est... c'est... Comment dire? J'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots pour vous dire à quel point comment l'humain peut être aussi mauvais. Être aussi odieux, horrible, dégueulasse, imbuvable, dégoûtant. Euh, absolument à vomir, même à chier sous le plancher, bref. Tout ce qui est, tout ce qui est ignoble. J'ignorais que l'être humain peut être capable de telles choses. Bon, après, heureusement pour McMahon, il n'est pas impliqué dans d'affaires de meurtre. Certes, d'affaires de,
de S, oui, ça je veux bien croire que c'est un peu vrai, et que les gens qui essaieraient de le défendre, comme les fans qui comprennent pas toute l'histoire ou alors qui ne veulent pas savoir de ce que c'est un véritable vrai être humain très mauvais, ben, ils ont eu tort de le protéger pour rien, vu comment c'est quand même quelqu'un de très maléfique. C'est tout ce que je peux vous en dire de plus. Bien, dans ce match-là, il n'y a rien d'autre à dire, hein. Dans ce match-là entre Vince et Steph, il n'y a vraiment rien d'autre à dire si ce n'est que de la punition. Il y a même un moment donné où McMahon n'hésitera pas à lever la main sur sa femme et à martyriser sa fille, mais que sa fille n'hésite pas non plus à le viser là où ça fait mal, quitte à dire l'entrejambe, et de le frapper avec une barre de fer, vu comment ce dernier a amené une barre de fer. Il y avait Sable, mais Sable se fait claquer par Stephanie McMahon et un peu trash-talké par Linda McMahon aussi. Bon, après, à un moment donné, ben, c'est McMahon qui va avoir le dernier mot, c'est Vince qui va avoir le dernier mot, vu comment ben, il va se montrer très brutal, très violent, et auquel on peut dire, mais quel fils de pute, vraiment. Sérieux, hein, quand on regarde ce match-là, on peut dire, mais quel fils de pute, franchement. Pourquoi faire ça à sa fille et à sa propre femme qui, qui savent même pas se défendre, qui savent même pas comment le faire descendre de son piédestal, comment un mec aussi dégueulasse au possible peut faire de telles choses, hein. Bon, après, c'est à peu près sur toutes les lèvres des personnes hein, qui se poseraient exactement la même question. Mais finalement, ben, c'est lui qui va étrangler Stephanie McMahon et qui va le forcer à dire j'abandonne. Et du coup, ben, Stephanie dit j'abandonne. Et voilà comment son calvaire, ça s'arrête ici. Et du coup, bien sûr, c'est victoire de Vince McMahon, donc de Vincent Kennedy McMahon. Et quel ce match-là 3,20. 3,20. En revanche, le match par équipe, je l'ai oublié de citer la note globale, mais c'est un 3,5. Je vous avais quasiment oublié. Mais pour ce match-là, c'est un 3,20, vu comment c'est pas du bon catch. C'est clairement pas du bon catch. Ça se voit que c'est vraiment une punition gratuite. Bon, après, on sait qu'entre père et fille, il y a de l'admiration, il y a le côté amour fraternel, enfin, le côté amour passionnel, euh, qu'il aime quand même ses enfants. On va dire ça comme ça, même si j'en suis pas du tout convaincu, vu comment c'est quand même quelqu'un d'assez cruel, un véritable salopard auquel je ne cesserai de dire. Certes, Vince McMahon est un génie. C'est grâce à lui qu'il a créé WrestleMania, SummerSlam, Royal Rumble, Survivor Series et d'autres événements assez connus. Certes, on peut le remercier d'avoir créé des stars telles que Hulk Hogan, Bret Hart, Shawn Michaels, Macho Man Randy Savage, Ultimate, pardonnez-moi. Euh, Stone Cold Steve Austin, The Rock, Undertaker, Triple H, Kurt Angle, Kane, John Cena, Brock Lesnar, Randy Orton, Batista, et j'en passe, hein. Même les Roman Reigns, Seth Rollins, Dean Ambrose, toutes les stars là, on peut les remercier d'avoir créé des véritables stars de l'entreprise, d'autres pas du tout, mais tout de même on peut le remercier pour ça. Mais on peut pas le remercier pour tout ce qu'il a fait comme un booking désastreux, des affaires auxquelles il est impliqué et que c'est très très louche. C'est sûr, il est vraiment impardonnable et quelque part il est vraiment... c'est un peu dur de le mettre au fond du trou, hein, parce que en sachant les casseroles qu'il a, on va dire, derrière lui, et quand je parle de casseroles, c'est pas des casseroles bien propres, c'est des casseroles bien sales. Mais bon, je n'ai pas les mots, hein, j'ai clairement pas les mots pour vous dire si ce n'est que, voilà, victoire de lui, et que je passe à la suite. Et la suite, ben, c'est Kurt Angle contre John Cena dans un match simple, je crois. Il faut que je regarde si je me trompe pas. Oui, un match simple, auquel le match-là était très très bon, et que les deux peuvent être très bons. Ça, c'est un pur match de catch. Mieux que Steph et Vince. Donc ça, je peux vous le dire. Vu comment on a le côté
un peu arrogant mais bagarreur de John Cena qui fait toute la différence, alors que de l'autre côté, Kurt Angle, lui, c'est plus de la lutte pure et assez, assez gréco-romaine, on va dire ça entre les guillemets. Bon, assez spectaculaire, on va dire spectaculaire. Et auquel ben, il va un peu tourner en bourrique John Cena, même si John Cena ne perd pas le nord et qui veut faire chuter le médaillé d'or olympique, quitte à utiliser des ruses au possible et des stratégies un peu douteuses, parce que parfois John Cena il a une stratégie assez, assez douteuse, comme l'utilisation d'un coup de poing américain ou d'une chaîne du chain gang ou d'autres objets en tout genre. Mais ça, c'était à ses débuts quand il était heel. D'ailleurs, il était heel à ce moment-là. Et que Kurt Angle, il faisait une transition entre face ou heel. Bref, ça partait dans tous les sens. Ça partait clairement dans tous les sens. Mais auquel, ben, certes, il va y avoir des tentatives de FU, de STFU, de Ankle Lock, de Ankle Slam. Des prises assez, assez inédites aussi de John Cena et de Kurt Angle. Mais ce sera Kurt Angle qui va remporter le match en faisant soumettre John Cena avec un ankle lock. Donc John Cena, il perd avec ce ankle lock. Et c'est rare de voir quelqu'un comme Cena de perdre face à un ankle lock. Hein. Parce qu'on sait par la suite, il va avoir le slogan Never give up, ne jamais abandonner, auquel ça va le coller à la peau. Et auquel ça va le coller jusqu'à la fin de sa carrière. Mais bon, victoire de Kurt Angle, c'est un 4,5 auquel ben, c'est l'un des matchs qui a volé le show. Pour moi, c'est un des matchs qui vole le show, clairement. Et auquel ben, je n'ai pas la prétention de vous le dire que c'est exactement le cas. Ensuite, plus que 2 matchs après, c'est terminé. Match pour le titre des États-Unis de la WWE. Le Big Show contre Eddie Guerrero. Alors forcément, le Big Show, il va se venger de ce que Eddie Guerrero lui a fait comme humiliation. Est-ce que Eddie Guerrero va se sauver ou alors va utiliser une stratégie assez comique pour ridiculiser le Big Show? Telle est la question, vu comment en plein match, certes, le Big Show, il est très fâché, il est très enragé, il veut faire la peau du luchador américano-mexicain, auquel ben, il n'hésitera pas à aller à fond. Même parfois, Eddie Guerrero, il se laisse un peu faire, mais au moment où l'arbitre a le dos tourné, ben, il en profite pour utiliser un coup douteuse, certes, qui est marrante, mais qui passe, mais qui ne fait pas son effet en fait. Vu comment le Big Show se relève de toutes les ruses et de toutes les tentatives de victoire que Eddie peut faire. Que ce soit l'utilisation d'un coup de poing américain, d'un casse-gueule si on peut dire plus précisément, auquel ben, le Big Show va s'en relever. Tous les stratégies auxquelles Eddie va tenter ne va pas avoir l'effet escompté, forcément. Mais quand le Big Show se met à énerver, quand il s'énerve, eh ben, il vient à fond. Il veut à tout prix mettre Eddie Guerrero KO, quitte à utiliser un choc slam auquel il va effectuer sur Eddie Guerrero. Et auquel c'est lui qui remporte le match et qui devient le nouveau champion des États-Unis. Donc victoire du Big Show. Ce match-là, il est présent dans le coffret de Big Show, je pense. En tout cas, je pense que je ne fais pas d'erreur, mais c'est un 3,40 auquel je lui avais mis et auquel ça peut passer. Clairement, ça peut passer. Ensuite, le Big Show se fait interviewer. Ok, ça peut passer. Maintenant, le main event. Dans un match auquel c'est la première fois auquel on peut voir, une chaîne attachée à un poteau auquel il faut aller le chercher et frapper avec. Certes, celui qui décroche la chaîne n'aura pas gagné, mais celui qui décroche la chaîne peut dégainer sur la personne. Donc entre Brock Lesnar contre The Undertaker. Un match très serré entre les deux, mais qui est extrêmement bon. Vraiment très bon entre les deux catcheurs, vu comment on sait que les deux, quand ils s'affrontent, ben, il y a de la violence qui ressort. Certes, on oublie le côté beau catch et on fait paraître de la violence, que de la brawl. C'est que de la brawl dans ce match-là. Et quand les deux se mettent à fond, ben, ça va à 2000 à l'heure. Et je ne suis pas là pour me vanter en disant que c'est un peu le cas, hein. Clairement.
des tentatives de Brock Lesnar de domination dans plein match. Après, Undertaker, il essaye d'avoir son second souffle et de ce que il pourrait en faire subir à Lesnar, notamment les tentatives de l'Astrat Powerbomb, les Shock Slam, les Old School, les prises basiques auxquelles Undertaker, c'est devenu ses prises fétiches. Alors que Brock Lesnar, lui, ses prises fétiches, c'est plus des grosses prises, des German suplex, des tentatives de powerbomb, même si c'était l'une de ses spécialités, mais auxquelles il ne fait plus. Mais que de la grosse puissance et que des coups assez violents. Mais sinon, le reste, c'est que des souplex. Après, il y a eu des interventions, je crois, de Mark Jindrak et de Test, je crois. Enfin, je peux peut-être me tromper. Enfin, pas de Test. Test, il était du côté de Raw à cette période-là, mais je ne sais plus de qui s'agit en fait. Peut-être Chris Nowinski, peut-être. Je sais qu'il y a eu une intervention. Hein. Il y a eu une intervention, mais auquel Undertaker se débarrasse vite de eux, jusqu'à ce qu'il se débarrasse de Brock Lesnar, et auquel il va chercher la chaîne. Et à la foulée, Vince McMahon pousse Undertaker dans les cordes, et ça permet à Brock Lesnar d'utiliser la chaîne et de frapper avec et de remporter le match et qui conserve le titre. Donc c'est victoire de Brock Lesnar et auquel c'est un 3,80. Que demander de plus? Alors, les matchs, les bonus et segments promo et l'ensemble, 3,70 et auquel je m'arrête ici. Donc voilà, je pense que ça a été tout pour ce DVD pour vous montrer. Mais avant qu'on parte, sachez que j'ai des trucs à réserver et auxquels je vais vous montrer. D'accord? Donc, oui, je sais, je me suis encore fait des caprices. Je me suis encore acheté des DVD parce que je suis sûr que ça vous en manquait. Mais par la suite, à la foulée, je crois que ça commence minimum à se remplir petit à petit. Parce que je sais que l'au-dessus commence à se remplir. Et bientôt, j'aurai pas le choix de refuser, hein, clairement. Mais je préfère de vous le montrer, quoi qu'il arrive. Donc, les DVD auxquels je me suis acheté. Donc, ça, c'est un show de la Ring of Honor et de la PCW. Si je ne me trompe pas, la PCW, c'est un show anglais et auquel il y a 4 DVD à l'intérieur. Mais pourtant, quand je regarde les 4 DVD, on a l'impression que c'est des DVD qui a été fait par ordinateur, on aurait dit. Ensuite, encore un show de la PCW, donc The High Tide en live.com. Encore, mais cette fois-ci Better Than Anne Bolliard. A 50 Anniversary. Et ensuite, celui-ci. Je sais même pas si c'est PCW ou... J'en ai clairement aucune idée, mais il faudrait que je regarde. Mais en tout cas, à premier abord, ça a l'air. Mais bon, voilà ce que je voulais montrer. Et voilà les DVD à venir auxquels j'en ferai forcément. Pour les vidéos à venir, je sais qu'il va y avoir Bound for Glory auquel je veux m'attaquer dessus. Et si ça vous ferait un minimum plaisir, je pourrais m'attaquer un des shows de la TNA auquel j'aurais dû m'attaquer dès le début. Mais il faut dire que j'étais tellement très occupé et auquel j'ai voulu aller de l'avant sans trop m'y plonger quasiment. Je m'attaquais sur le premier show, Art of Kill. Certes, ça a eu lieu il y a des mois de cela, en janvier. Mais je préfère peut-être le faire s'il le faut. Comme ça compléterait sur l'année 2024 pour la TNA, auquel je me lance quasiment dedans. Du côté de la Ring of Honor, c'en est que 2. Et je suis pas sûr qu'il va y avoir un troisième show qui va voir le jour. Vu comment la Ring of Honor, c'est quasiment un show, même une branche assez secondaire, un peu niais que la AEW. Mais bon, peut-être que je le ferai ça en rétrospective, s'il le faut. Donc, il y a Bound for Glory qui peut arriver. Et surtout, NXT Halloween Havoc, auquel je m'attaquerai,
forcément. Et après Halloween Havoc, je m'attaquerai sur Art to Kill. Comme ça, ça ferait des vidéos en plus et auxquelles vous serez minimum content. En tout cas, je l'espère. Donc voilà, c'était tout pour les vidéos à venir, que ce soit pour les DVD et les shows auxquels je pourrais m'attaquer. Et je m'arrête ici. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.